Journaliste depuis 1983, il débarque sur Canal+ en 1990. Il fait alors ses premières armes dans notamment La Grande Famille et dans Nulle part ailleurs, où il se fait rapidement connaître grâce à son hilarante rubrique sur les paradoxes. Parallèlement à sa carrière télévisuelle, il publie plusieurs livres journalistiques ayant tous en commun d'analyser les travers de notre société via son langage ou ses mœurs, le tout avec le regard décalé et pertinent qu'on lui connaît et qui fera également la joie de Radio Nova. Gratte-poil du PAF, il joue les tests-tout chez Laurent Ruquier dans On a tout essayé, comme rédacteur en chef et comme chroniqueur de l'émission. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans VIP. Merci à vous de m'accueillir. D'où vient ce goût pour le décryptage finalement de notre société? C'est peut-être des bien grands mots, mais malgré tout c'est ça. Pendant très longtemps, j'en savais rien. Enfin, je savais que j'aimais, mais je ne savais pas d'où ça me venait. C'était ce qui me faisait rire. Et puis j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps, il y a 7 ou 8 ans seulement. C'est qu'en fait, mes parents sont profs. Mon père est prof de maths, ma mère est prof de lettres. Et j'ai ces deux cultures-là. Je trouvais que les étudiantes en lettres, parce que c'est plutôt les filles qui font lettres, avaient aucune rigueur. Et je trouvais que les mecs qui faisaient des maths avaient aucune poésie, avec leur calculatrice et leur bouton sur la tête. Et en fait, j'ai compris le truc, c'est qu'en fait, je fais des maths avec les mots. Et donc, quand on dit, par exemple, vous êtes assise là et moi ici, eh bien l'inverse, c'est pas le contraire. Dire que l'inverse, c'est moi je suis assis là et vous, moi je suis assis là et vous là, mais le contraire, c'est qu'on soit pas assis. Or, les gens emploient un mot pour un autre, sans se rendre compte que l'inverse, le contraire et l'opposé ont des sens différents. Et moi, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est des maths avec les mots. Voilà, donc c'est votre rigueur naturelle, finalement, et héritée. Ouais, et ma propension naturelle, ouais. Voilà, qui fait que vous aimez bien remettre les choses, chaque chose à sa place. Et ce qui est rigolo, c'est que quand vous arrivez, en étant un petit peu espiègle, à le montrer d'une façon drôle, du coup, vous faites commerce de ça et on vous engage pour ça. La façon, moi, je ne suis pas un mec drôle spécialement dans la vie. Je suis quelqu'un qui sait repérer les trucs drôles, un peu comme un réal. C'est-à-dire comme un type comme Patrice Lecomte, c'est pas le mec le plus drôle de la bande. Mais s'il n'y a pas Patrice Lecomte, les autres sont moins drôles. Les autres, vous parlez de la bande des bronzés. Voilà, eux sont drôles, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est ça, c'est que je mets en scène les bêtises des autres. Alors vous tenez le bon filon quand même, parce que ce que vous faites en radio ou en télévision, vous le déclinez aussi en livre. Vous avez trouvé quelque chose là, c'était la bonne idée à trouver. Oui, en même temps, j'ai le bon filon, mais même un livre qui marche, on va dire les chiffres du feu de Dieu, c'est-à-dire qu'il vend 30 000, c'est rien par rapport à l'autre qui raconte que son beau-père couchait avec sa belle-mère et qui vend 300 000. Vous avez raison, mais c'est pas ce qu'on appelle un filon. Un filon, c'est les gars qui font des livres de recettes de cuisine et ils en refont un tous les ans. Ça, c'est des filons d'édition qui vendent je sais pas combien. Non, moi, c'est pas un filon. C'est une toute petite, minuscule PME. Vous avez commencé assez tôt en radio déjà, sur France Inter, vous aviez 20 ans. J'étais le plus jeune mec d'Inter, ouais, à 20 ans. À l'époque où il n'y avait pas les radios libres. Ouais. Vous saviez depuis longtemps que vous vouliez être journaliste, et ce genre de journaliste? Ah, c'est encore mieux, j'étais sûr que je ne voulais pas l'être. Ah oui. Je voulais être le type qui fait les choses et pas le type qui raconte ce que font les autres. Voilà. Donc je ne voulais pas du tout être journaliste au départ. Alors pourquoi? D'abord parce qu'on m'a donné cette chance. C'était pas vraiment du journalisme ce que je faisais, c'était plutôt une sorte d'animation rigolote. C'était une chronique dans l'émission de Jacques Pradel, qui était à l'époque la meilleure émission de la radio. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un genre qui était les journalistes assis. Là, on est assis, mais je veux dire, le truc plan-plan, la route normale, c'est de décrire les choses. Et moi, mon idée, c'était d'aller voir ce qu'il y avait derrière. C'est peut-être un petit peu ambitieux ou présomptueux, mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'étais acteur de la chose. Et même dans les petites bêtises que je faisais à Nulle part ailleurs, j'ai fait changer des programmes d'IBM. IBM a changé des programmes à cause de trucs que j'ai montrés. Il suffisait pas de raconter, il suffisait pas de dire ah, l'ordinateur, il est vilain ou il est beau. C'était carrément les gens, j'ai dénoncé et trouvé des tels trucs, les mecs changeaient les programmes, ce qui est un truc dingue. Voilà. Et vous devenez acteur cette fois-ci, plus seulement spectateur. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier? Ce qui me plaît le plus, c'est la liberté et la liberté de parole. C'est de ne pas être dans la majorité silencieuse. C'est que si quelque chose m'exaspère, par exemple, aussi bête que les couloirs de bus ou par exemple, je sais pas moi... Des choses de la vie courante. José Bové qui veut se présenter à la présidentielle. Si ça nous plaît ou ça nous plaît pas, on a le droit de le dire. Et ce qui me plaît le moins... la fausseté engendrée par le système lui-même. C'est-à-dire de croire qu'on est différent parce qu'on passe dans la télé. On n'est pas différent, on est comme tout le monde. Moi, quand j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste et j'oublie jamais qu'un livre
ça s'achète chez le libraire et une télé, ça s'achète chez Darty. C'est juste un meuble, c'est juste un moyen de communiquer. C'est-à-dire que là, on est en train de se parler, mais comme il y a des outils, ici, il y a une caméra qui est là, qui nous filme, eh bien les gens nous voient. Mais ce qu'on est en train de dire, on pourrait dire la même chose dans leur salon. Sauf qu'on aura un coup à boire si c'était dans leur salon, ce serait mieux. Et les gens imaginent que, sous prétexte, les gens, le public, les téléspectateurs, mais même aussi les gens de la bande, imaginent que parce qu'on passe à la télé, on est différent. Or, on est les mêmes. On est les mêmes qu'avant, c'est juste qu'il y a une machine à côté de nous. Supposons qu'il y ait une panne de courant. Ce que je veux dire, c'est que Zidane est un grand footballeur, mais si moi, il y a une panne de courant, j'existe plus. Donc, je déteste la fausseté qui consiste à prêter des valeurs à des gens qui ne l'ont pas, et aussi des gens du métier qui se prennent la grosse tête, alors qu'ils sont exactement comme tout le monde, ils ont juste la chance d'avoir des appareils électroniques. Ils seraient nés 2 siècles plus tôt, on ne parlerait pas d'eux. Est-ce que vous êtes un bon journaliste? Comme je déteste dire je suis un bon, je répondrai pas oui, mais je peux pas répondre non, parce que non, je le pense pas. Je veux dire une chose, j'ai eu plusieurs procès, et je les ai tous gagnés. Donc ça prouve que, 1, les infos que je donnais étaient vraies, et 2, étaient suffisamment sneaky pour susciter des procès. Mais après, non, est-ce que je suis un bon journaliste? Par rapport à qui? Tout dépend. Par rapport à Dan Rather, non. D'accord. La vedette américaine. Voilà. Dernière question, si vous pouviez prendre une année sabbatique avec obligation de ne faire aucune activité journalistique. C'est incroyable que vous disiez ça, allez-y. Je sais pas, vous feriez quoi pendant cette année sabbatique? Ah, mais j'ai failli le faire. Mais ça a été mon drame. De pas le faire? Un jour, je vais voir De Greff, le patron des programmes. C'était Nagui qui présentait. De Canal+. De Canal+. Et on est en novembre, et je lui dis, Alain, ça faisait 8 ans que je faisais ma chronique, et je dis, il faut que je te dise un truc, je te le dis maintenant, parce qu'il ne faut pas que tu... Voilà, je vais prendre une année sabbatique, et je vais m'arrêter 1 an. Et je vais en profiter, je gagne bien ma vie, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. À l'époque, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant. Et je lui dis, voilà, je vais partir faire le tour du monde pendant 12 mois. Il n'a pas aimé? Non, il aurait été très content. Il m'a dit, c'est impossible. Et il m'a dit un truc terrible, il m'a dit, parce que voilà, on avait Nagui qui présentait, il m'a dit, parce que Nagui, à la fin de l'année, on n'en veut plus, et à la place, c'est toi. Et je lui ai dit, mais c'est impossible, moi je veux pas, je serai jamais, j'ai pas le niveau. Ah, si, ça s'est fait, ça a duré 3 mois, c'était très très mauvais. Je co-présentais avec Emmanuelle Gaume. Je fais comme ça parce qu'elle était à ma droite et qu'elle n'est pas très grande. Et c'était vraiment pas bon. Et alors j'ai dit à Alain, mais c'est pas bon, je ne serais pas bon animateur. Vraiment, j'ai une théorie sur les animateurs, si vous voulez, je vous la raconterai après. Et il m'a dit, si, ça va être vachement bien. Je dis non. Et il avait un argument à la fin, en bout de piste. Il m'a dit, j'ai personne d'autre. Et moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Et quelqu'un qui m'a soutenu, tout le temps aidé, qui a tout le temps été là, qui m'a jamais planté, qui a jamais fait un coup dans le dos, comme Alain De Greff, je ne pouvais pas le laisser tomber. Donc je dis d'accord. Donc pas d'année sabbatique, pas de tour du monde. Et s'il y avait eu une année sabbatique, ça aurait été un tour du monde. Ah d'accord. Et ben voilà, comme ça on est renseigné. Merci beaucoup Philippe Vandel. Merci. Citation d'Antoine Rivarol. Rien n'étonne quand tout étonne, c'est l'état des enfants. L'étonnement et la curiosité sont bien l'apanage de l'enfance, une enfance qu'il a vécue en Isère, dans la petite ville de Pont-de-Beauvoisin, entre une maman prof de lettres et un papa prof de maths, ainsi qu'un petit frère, Yvan. Une enfance bercée de mots qui ne le quitteront plus jamais, mais aussi de musique rock et de tout ce qui fait l'air du temps. Une enfance que vous qualifieriez comment? D'heureuse. Le premier mot, une enfance heureuse. C'est si je pouvais recommencer tout, je reprendrais tout depuis le début. Ah oui, c'était vachement bien. Non, c'était très, très, très agréable. Et puis, comme j'étais bon élève, en plus, je faisais rien en classe. Enfin, je veux dire, j'avais des bonnes notes sans rien faire. Non, c'était très agréable. Finalement, et puis des parents avec une éducation assez sympathique. Ça, c'était pas non plus trop dur. Ah non, c'était pas dur du tout. Non, jamais, jamais. J'ai jamais ressenti... Ouais, c'était cool. J'ai jamais ressenti de toute mon enfance, pour ça que ça m'énerve tellement, l'injustice. J'ai jamais eu l'impression, comme tous les parents, ils vous engueulent, ils vous punissent. Mais jamais je me suis dit, c'est dégueulasse, on m'a puni pour rien. Jamais, jamais. Et toujours, on m'expliquait. Et on nous a toujours traités comme des adultes. Je me rappelle une histoire où mon frère était petit, il devait avoir, je sais pas, 3 ans ou 4 ans. Ma mère faisait la cuisine, famille moderne, hein, la mère fait la cuisine, le papa travaille. Et ma mère fait la cuisine, et Yvan, il voulait goûter, maman, elle cuisinait, elle vient méditerranéenne, elle vient des Alpes de Provence, elle cuisinait de l'ail. Et alors, Yvan, il dit, j'en veux. Maman, elle dit, non, tu prends pas d'ail, j'en veux. Maman dit non, il dit, j'en veux, il dit si. Elle lui a filé une gousse d'ail, il a mangé toute la gousse d'ail, comme ça, avec les larmes qui coulaient. Et après, il n'a plus jamais demandé. Et donc, quand vos parents vous élèvent comme ça, quand ils vous disent « mets pas les doigts dans la prise », on ne les met pas parce qu'on sait que c'est bien. On sait qu'il ne faut pas faire des conneries, voilà. Et donc, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai jamais fait la crise d'adolescence.
Il n'y avait pas besoin. Jamais pris de drogue, je me suis jamais bourré la gueule comme un blaireau, jamais fait de trucs à la con, je me suis jamais teint les cheveux. Tout le monde était punk, je me suis jamais mis de boucles d'oreilles. Voilà, jamais mis des croix gammées sur mon sac à dos comme avaient les autres dans ma classe parce que je trouvais ça nul. Parce qu'il n'y avait pas de révolte à faire contre les parents. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'injustice à tout casser. Et alors, dans le genre l'injustice, c'est très drôle, c'est tellement con ce que je vais dire, mais ce qui me révoltait, c'était Calimero. Ça me rendait dingue que dans Calimero puisse être aussi injuste que ça, parce que je disais, mais non, c'est pas possible, la vie n'est pas comme ça. Et c'est une des choses qui m'a toujours rendu dingue. Et chaque fois qu'il y a quelque chose que je trouvais injuste, j'ai écrit un livre ou j'ai fait un papier ou j'ai filmé. Il avait quel caractère, le petit Philippe Vandel? Facile? Il me semble que oui, mais j'en sais rien du tout. Ma mère, quand j'étais petit, elle me disait, toi, on devrait t'appeler... Elle me disait, moi, j'ai fait une erreur, je crois que j'aurais dû t'appeler Modeste. et je comprenais pas parce que je savais pas que veut dire ce mot. Et puis quand j'ai compris ce que ça voulait dire, ça m'a servi de leçon et je me suis plus jamais vanté de rien. Alors je parlais de musique rock aussi, et ça Ouais. c'est quelque chose d'important dans votre vie. Vous continuez de jouer de la basse? Ouais. Ouais, toujours. J'ai joué encore à une fête il n'y a pas très longtemps, il y a eu 4-5 jours, j'ai joué à une fête chez des gens que je connaissais pas, etc. Ils avaient 2 guitares et une basse, j'ai pris la basse et on a fait un bœuf, voilà. Et donc la musique rock c'était important surtout au moment de l'adolescence? Non, même Non, déjà enfant? à 8 ans, 9 ans, j'achetais Creedence Clearwater Revival, je détestais la variété, je détestais ce qui était de mon âge, Sheila, Ringo, Claude François, je trouvais déjà ça d'une mièvrerie à tomber. Je me rendais déjà compte que c'était ringard. Mes parents n'aimaient pas. Mes parents, ils écoutaient Ferré, Brassens, Brel et du classique et un peu de jazz. Et ils détestaient le rock. Mais mais en tout cas, on avait ça en commun, que la variété française, on détestait. C'est tellement bête, c'est tellement... Il n'y a pas très longtemps, je suis quelqu'un de toujours très cohérent. Et On aura l'occasion d'en reparler. Daniela m'a demandé de participer à une émission spéciale Joe Dassin sur France 2, avec Ruquier pourtant. Et j'aime bien Ruquier, j'aime bien Daniela. Et je leur ai dit, c'est tout ce que je déteste. C'est musicalement, ça vaut rien. Les harmonies sont pourries, les mélodies sont nazes et les paroles veulent rien dire. Donc je reste chez moi. On va avoir du courrier, hein, tous ceux qui aiment Joe Dassin et qui vous regardent. Mais ils ont le droit d'aimer, mais on a le droit d'aimer de la daube. Moi, il y a plein de trucs. Moi, j'aime le foot, donc on a le droit d'aimer de la daube. Quelles sont les valeurs que vous ont transmises vos parents, enfin, si vous arrivez à en dégager 2 ou 3? J'en sais rien. La rigueur, on a quand même déjà parlé de la rigueur. La rigueur, ouais, Du d'être côté de votre honnête, papa? de ne pas mentir. Enfin, j'allais presque dire les rigueurs catho, mais c'est ça. Pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ne pas tricher. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'était quand on s'engueulait en famille, ça étonnait vachement nos copains qui venaient, et puis après, quand on a été plus grands, nos copines, on avait un problème, on le réglait en 5 minutes en s'engueulant, et après c'était fini. Et on était à table, tout le monde s'engueulait, puis une fois qu'on avait réussi à retirer je sais pas, le caillou du potage, hop, on allait, ça y est, c'était oublié, il n'y avait plus de problème. Le caillou du potage, c'est une expression de chez vous? Non, je viens de l'inventer comme ça, le truc qui cloche. Très bien. Si vous pouviez vous adresser au petit Philippe Vandel, là actuellement, vous lui diriez quoi, vous l'adulte? C'est tellement drôle que vous disiez ça. Encore? Je vais vous raconter un truc que j'ai jamais raconté. Non pas que j'ai jamais voulu, mais parce qu'on ne me pose jamais ce genre de questions. Un jour, j'ai fait un rêve que j'ai trouvé assez incroyable. Je devais avoir, je sais pas, 8 ans ou 9 ans. Et dans le rêve, on était 2. Il y avait un mec qui s'appelait moi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment moi. Et il y avait moi et moi dans un an. Et j'avais intégré le fait que j'allais grandir. Oui. Et moi a failli se péter la gueule et dans un truc avec des crocodiles. Et moi, dans un an, est arrivé, il lui a sauvé la vie à moi. C'est incroyable quand même comme histoire. Et j'ai souvent pensé qu'il faut apprendre. Il faut, et que quand, par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui sait un truc que vous ne savez pas, il faut toujours fermer sa gueule et l'écouter parler parce qu'il va vous apprendre quelque chose. Donc, si j'avais un truc à dire au petit, elle est où la caméra? Elle est Je là. lui dirais, elle est où? Là. Elle est là. Je lui dirais, tais-toi et écoute-moi. Écoute-moi, moi, le grand Philippe Voilà, Vandel. écoute-moi, moi le grand, voilà. Et à vos enfants, vous avez un petit garçon, Pareil, Félix, une petite fille, pareil. Castille. Et je leur parle comme à des adultes. C'est vrai? Enfin, je leur dis pas, je sais pas, tape mon code de carte bleue. Mais par exemple, il y a pas longtemps, par exemple, je déteste les caprices. J'ai horreur de ça. On a le droit d'être triste, évidemment. Mais je suis pas un père à la dure. Mais par exemple, je lui dis, ça fait qui, à Félix? Oui, à Félix, la petite, elle est trop petite. Elle a 1 an et demi. Pour l'instant, elle comprend. Elle sait dire 10 mots à peu près. Mais Félix, il sait parler. Et il y a pas très longtemps, il y a 1 semaine ou 2 semaines, il a intégré la possibilité, si. Il comprenait pas avant. Maintenant, il comprend. Alors, quand il fait une colère, par exemple, il veut pas aller au restaurant, au lieu de dire si tu vas au restaurant et tu viens et de l'engueuler,
Je dis, écoute, on va faire deux trucs. Soit tu te tais et tu vas au restaurant, soit tu continues à brailler et tu restes tout seul et nous, on y va sans toi. Et maintenant, c'est toi qui choisis. Et comme ça, puis il dit, je me tais, je vais au restaurant. Voilà. Et en fait, il faut tout le temps parler aux gens comme à des adultes. Mais même aux adultes, ça marche. Fort bien, il Ouais. faudra que j'essaye. Merci pour le conseil. Je vais vous écouter, Philippe Vandel, pour la suite de l'émission. Merci. Tant d'hommes et de femmes vivent à la surface d'eux-mêmes, sans cesse sollicités par la vie moderne qui les empêche de faire cette plongée dans leur être profond. Or, il y a en chacun un fond d'eau vive, Origène. Lorsque l'on est chrétien, ce fond d'eau vive est alimenté par la foi, l'eau vive étant celle du baptême, et nous avons à notre portée des outils comme la prière et les sacrements pour nous recentrer sur ce que nous considérons comme essentiel, c'est-à-dire Dieu. Mais lorsque l'on n'a pas Dieu dans sa vie, comment s'y prend-on? Eh bien, c'est la question que je vais poser à mon invité. Philippe Vandel, vous ne croyez pas en Dieu? Parce que pas élevé non plus. Si, plutôt, justement, ce élevé croyant. avec le choix. Vous êtes baptisé? Oui, je suis baptisé, Ah, bien quand même. sûr. J'ai encore la médaille et tout. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en les hommes, ça n'a rien à voir. On peut croire à l'enseignement, parce qu'on est ici sur une chaîne catholique, on peut croire, moi je crois beaucoup à l'enseignement de l'Église. Je crois absolument, enfin même je suis même les préceptes de la religion catholique, sans croire, même en étant persuadé que Jésus n'a jamais marché sur l'eau. Des choses comme ça. Moi, j'ai adoré le bouquin de Jacques Duquesne, Jésus, qui raconte la vraie vie du vrai type, mais je crois pas à la résurrection, je crois pas au... les gens vont bondir, mais je crois pas à la magie qui est racontée autour, mais je crois à l'enseignement. D'accord. Mais Donc, il n'y a pas besoin... à Il n'y a ce pas qui est besoin... moral dans Non, mais l'enseignement de il y a- l'Église, alors. Mais si, je crois à la morale. Oui, C'est-à-dire que... voilà. Ah oui, à ce qui est moral. Voilà. Oui. Voilà, je crois à la morale, mais je crois absolument pas à Dieu. Je pense que Dieu n'existe pas. Mais je pense qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Je pense qu'il faut partager, je pense qu'il faut faire l'aumône. Voilà, plein de choses comme ça, mais Dieu n'existe pas. Vous retirez un enseignement qui vous sert dans la vie au quotidien. Oui. Alors, vous me dites, je ne crois pas que Jésus a marché sur les eaux. Et en Mais il a antenne, vous me existé. disiez, oui, mais vous ne croyez pas à ce miracle-là, mais je crois au miracle. Ah, mais je crois au miracle, je suis certain. Mais c'est pas que j'y crois, c'est que je les ai vus. Mes grands-parents, du côté de mon père, étaient très, très, très croyants. Et très pieux, ils ont eu 10 enfants. Et, Est-ce qu'il y a une relation entre très croyant et avoir 10 enfants? ah bah évidemment. Ah bon? Ah bah c'est laisser faire la nature. Ah bah bien sûr que c'est... Ah, bah Ah, d'accord, évidemment. dans ce sens-là. Ah bah bien sûr qu'il y a une relation. D'accord. Elle est pas forcée, mais quand même il y a un rapport. C'est le cas de le dire, le mot rapport est choisi. Et bref, il allait très très mal. Il était épicier, il a vécu avec tous ses enfants, etc. Et il allait très très mal, il pouvait presque plus marcher. Et on lui donnait 3 mois à vivre. Il avait une sorte de cancer des jambes, mon grand-père. Et il est né vers 1900 ou 1902. Voilà. Il est plus âgé que ça parce qu'il a fait la guerre de 14. Donc il doit être né vers 1890-95. Bref, il lui restait 3 mois à vivre. Et il est parti avec sa femme en Italie, en car, je crois, boire de l'eau d'une source à laquelle il prêtait des vertus incroyables. Vertus auxquelles je ne crois pas du tout. Un peu comme Lourdes. Voilà. Je me souviens plus parce que j'étais petit, je sais plus où c'était. En tout cas, il est parti sur un fauteuil, il est revenu en marchant. Il a vécu 10 ans. Donc les miracles, ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on croit à quelque chose, Vous pensez que c'est de l'autosuggestion? bien sûr, et que le métabolisme, ça change totalement le métabolisme, et ça change strictement rien. Pourquoi il a cru à ça? Il a cru à l'enseignement. Mais alors, de fait, je comprends bien votre idée, mais vous avez une explication pour pourquoi nous sommes ici et où allons-nous Ah après? non, bien sûr que non. Non, Ah moi, je suis très, très cartésien, scientifique. Non, je n'ai aucune explication. Où sont les gens que vous avez perdus? Votre Ah, ils sont grand-père, que dans ma aujourd'hui. mémoire. D'accord, Ah, ils sont... Non, je vois très bien. Est-ce qu'ils sont au ciel? Non, pas du tout. Ils sont juste dans ma mémoire. d'accord. Non, je crois absolument pas que le cœur soit le siège des émotions. Pour moi, c'est le cerveau, mais ça retire strictement rien. Et le nombre de choses, justement, en croyant, en se disant, ah oui, on peut tout laisser passer, c'est-à-dire l'Église jusqu'au 18e, on peut tout laisser passer parce qu'on va tous se retrouver au paradis. Non, c'est ici, maintenant, qu'il faut être heureux et faire le bien. Alors, je crois savoir que vous êtes assez papiste. Enfin, la figure je suis du pape très, très est une papiste. figure importante pour vous. Non, pas du pape en soi, de Jean-Paul II. Ah, c'était Jean-Paul II. Que je trouve absolument extraordinaire. Et je me suis engueulé avec des gens, parce que moi j'étais plutôt dans des journaux hyper branchés et tout ça, ils hallucinaient de voir un type qui aime le nouveau roman, les dernières tendances de Acid House et de choses comme ça, et qui défend Jean-Paul II. Mais c'est le plus grand type du XXe siècle, vraiment. Et Mitterrand disait que c'était le mec le plus intelligent qu'il ait rencontré. Je ne vais pas vous faire l'apologie de Jean-Paul II ici, parce qu'il y en a pour 1 heure, et j'adorais faire ça dans les dîners, où on est nombreux, et à l'entrée,
je me suis traité de tous les noms, et au dessert, tout le monde était d'accord avec moi. Qu'est-ce qui vous plaisait quand même, en quelques mots, qu'est-ce qui vous plaisait tant chez Jean-Paul II? D'abord, quand j'étais petit, l'Argentine était une dictature. Le Brésil était une dictature. Il est allé en Argentine, c'est devenu une démocratie, avec les défauts qu'elle a. Mais le Brésil est devenu une démocratie. La Pologne est devenue une démocratie. Les Philippines sont devenues une démocratie. Donc le rôle politique déjà. Voilà, mais c'est quand même énorme. Alors on peut dire, ok, Jean-Paul II, c'est pas. Alors je dis, mais qui tu as à mettre à la place? Bill Clinton, Giscard, on fait rire tout le monde. Je dis, cite-moi un grand homme qui a fait plus. Non, personne. Il y a personne. Et même la controverse terrible sur le préservatif. Les premiers à râler contre ça, contre ce que dit Jean-Paul II, c'est les mêmes mecs qui se disent progressistes et qui n'écoutent pas et qui sont totalement anticléricaux. Donc qu'est-ce que ça peut leur faire que l'Église dit ça, puisque eux-mêmes ne l'écoutent pas? Et deuxièmement, s'ils avaient écouté, même moi qui n'y crois pas, il n'a jamais dit il ne faut pas mettre de préservatif, il a dit il faut qu'un homme soit avec une femme et reste fidèle toute sa vie. Si on suit son précepte, il n'y a plus aucun problème. Donc d'un côté on lui reprochait A et de l'autre on lui reprochait non A, donc il faudrait savoir. Voilà. Et mille choses, mais on ne va pas faire là-dessus. Si d'aventure, imaginons, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, que Dieu existe et que vous vous retrouviez nez à nez avec Dieu, parce que bon ben voilà. Il serait hyper content de me connaître. C'est vrai. Parce qu'il me dirait, toi, même en pensant que j'existe pas, t'as fait comme si j'existais. C'est le pari de Pascal. Ouais. Mais le pari de Pascal, c'est ça. Moi qui aime les maths, c'est comme ça qu'il a inventé l'expérience mathématique. Et c'est comme ça que des pauvres gogos se font gruger en jouant au loto. Pourquoi c'est l'État qui gagne tout le temps? Parce que l'État fait le pari de Pascal. Voilà, une phrase forte pour bien sûr, bien sûr. Terminer. Merci beaucoup Philippe Vandel. Alors que chacun connaît les mortels dangers du tabac, comment se fait-il qu'il y ait autant de cancérologues qui fument? On recense des nutritionnistes qui dépassent les 100 kilos, des psychanalystes de 50 ans qui habitent encore chez leur maman. On a vu des publicitaires se défoncer pour pondre une campagne anti-drogue. On ne compte plus les avocats qui ont tâté de la prison, les politiciens qui prêchent les valeurs familiales surpris au bras de leur maîtresse. Je ne suis pas de mon avis semble être la devise de tous. Être cohérent avec soi-même, c'est tout un art qui implique une concordance étroite, une liaison logique et harmonieuse entre les idées que nous proclamons et l'application de ces idées au quotidien. Mais comme nous venons de le voir, l'homme est bourré de contradictions. C'est le moins qu'on puisse dire, Philippe Vandel. La cohérence, c'est la valeur que vous avez choisie. Oui, parce que personne n'en parle jamais. Non, c'est vrai. C'est très facile parce que quand vous me demandez, vous me dites quelle valeur défend la générosité, mais tout le monde se dit généreux, tout le monde se dit bon, mais qu'est-ce qu'ils font réellement? Donc je me suis dit, ce qui est important, c'est pas d'être généreux, ce qui est important, c'est d'être cohérent. Et comme vous êtes cohérent avec vous-même, on est dans la droite ligne de ce que vous faites comme journaliste, aussi bien... De toute façon, c'est très simple. Il n'y a pas une grande différence entre ce que je fais et ce que je pense. J'écris ce que je pense, et puis après, je pense ce que j'écris, et après, je fais ce que j'ai écrit, puis après, je pense ce que je fais. Voilà. Donc après, parfois, que je travaille ou que je ne travaille pas, c'est la même chose. Alors, dans votre livre, il y a en exergue une citation d'Oscar Wilde. Peut-être que vous la connaissez par cœur. Non, sinon je vais. Non, allez-y, je ne la connais plus par cœur. Les gens bien élevés contredisent les autres. Mais en fait, j'aime pas tellement cette citation. J'ai regretté de l'avoir mise. Ah bah je la dis quand même. Bien sûr, bien sûr. Les gens bien élevés contredisent les autres, les sages se contredisent eux-mêmes. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Parce que finalement, je ne trouve pas que ce soit ça qui est sage. Je ne pense pas que la sagesse, ce soit ça. La sagesse, c'est quoi la sagesse? J'aime mieux la phrase de Gide, que ta vision du monde soit à chaque instant nouvelle, le sage est celui qui s'étonne de tout. Mais je pense pas, je l'ai plus mis par provoque, et puis en fait, je l'ai regretté. Qu'est-ce qui fait, vous nous dites être un être cohérent, qu'est-ce qui fait vraiment l'unité de votre vie? L'unité, il n'y en a pas. L'unité, c'est l'ensemble. Il n'y a pas d'unité. L'unité, c'est que la seule chose, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Philippe Vandel, mais quand je vais au restaurant, quand je vais à la banque, quand j'écris un livre et quand je vois mon petit garçon, c'est la même chose. Mais il n'y a pas d'unité de ma vie. Ma vie, c'est tout ça. Un jour, une journaliste du Figaro m'avait dit, mais pourquoi vous faites le journal du Hard? Parce qu'avant, je présentais le journal du Hard. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que ça ne va pas avec votre image. Je dis, non, l'image, c'est avec le journal du Hard. C'est l'unité de ma vie, c'est ma vie. D'accord. Ben c'est un peu facile, quoi. Après, on peut partir dans tous les sens. Vous avez fait des maths? Ah non, là, les mathématiques. Vous venez d'employer un argument que je déteste. Ah oui, mais je suis désolée. Non, mais je veux dire, c'est un argument que je déteste. Reprocher, opposer comme à un argument le fait qu'il soit facile, c'est une immense qualité que ce soit facile. Un Macintosh, c'est plus facile qu'un PC, c'est un meilleur ordinateur. En maths, moi, je n'ai pas été à très haut niveau. Mais quand vous êtes en très haut niveau, en maths, vous avez un point de plus quand votre démonstration est facile.
C'est-à-dire que quand moi je joue au foot, Zidane joue plus facile que moi. Le fait que ce soit facile, c'est un compliment. Et utiliser facile comme un reproche, je trouve ça détestable. Bien. Non, vraiment. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Je me le tiendrai pour dire. Non, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer. Mais quand les gens disent c'est trop facile, non, c'est jamais trop facile. Tu lui dis, mais tu préfères quoi, la complication? Non. La vie est déjà bien assez dure. Il faut au contraire aller vers les choses faciles. Eh bien, la cohérence, c'est facile. On a déjà parlé de fidélité dans cette émission. Je suppose que pour être cohérent, cohérente, ça implique de la fidélité à ses valeurs. Quelles J'essaie, sont vos valeurs? Mes valeurs, c'est toutes celles que j'ai dites. Mais quand parfois je n'arrive pas à m'y tenir, je le dis aussi. Mais, Et c'est là qu'est votre cohérence. Non, mais essayez pas de me faire passer. Non, pas de me faire passer, mais essayez de pas me faire passer pour un type qui s'imagine qu'il est un saint homme et qui veut sa statue demain dans le marbre. Non, pas du tout. Mais sur la fidélité, il y a un truc très marrant dans le bouquin d'un philosophe dont le nom m'échappe qui s'appelait Le Petit Traité des Grandes Vertus. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Évidemment, dès qu'on aura fini de tourner, le nom va me revenir. Mais c'est un type comme Onfray ou Finkielkraut, je ne sais plus qui c'était. Et il parlait même de la fidélité dans le couple. Et il disait, comment se fait-il que quand on fait un sondage, il y ait autant d'hommes, de femmes qui se disent fidèles, et pour qui c'est une valeur, alors que quand on demande à ses amis, il y en a si peu qu'ils le soient. Eh bien, il disait, parce que quand une femme rencontre un type, elle le rencontre, elle est folle amoureuse de lui, elle ne regarde aucun autre homme. Mais quand elle est avec lui et qu'elle le trompe au bout de 6 ans, elle ne l'a pas trompé. Parce que le mec, au bout de 6 ans, il a pris du bide, il ne rentre plus à la même heure, et il est différent, et il se met à picoler le soir. Mais elle dit, si elle avait rencontré le premier, elle serait restée fidèle. C'est qu'en fait, on change. Et c'est pas bien de changer? Enfin bon, dans ce sens-là, tel que vous l'avez décrit, non, là, forcément. c'est paradoxal. Non, là, c'est paradoxal. Si, c'est bien de changer, mais juste pour vous dire que même la fidélité, là encore, il y a encore matière à dire. Ouais. Vous croyez en l'amour éternel entre deux êtres? J'y crois, bien sûr que j'y crois. C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'y crois, et c'est évidemment très très rare. Voilà. Comme je crois au miracle, mais c'est très très rare. Évidemment que j'y crois. Enfin, c'est même pas que j'y crois, c'est que je sais que c'est vrai. C'est que ça c'est déjà arrivé. Par exemple, les 2 tiers des couples à Paris se séparent au bout de 3 ans. Ça ne veut pas dire que tous les couples à Paris se séparent au bout de 3 ans. Il paraît que c'est vrai en province maintenant aussi, enfin en région. Voilà, c'est pire que tout. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que dans 2 ans, tous les couples se séparent? Non. Et qu'est-ce que vous faites, vous, pour que ça dure? Enfin, je sais pas, c'est un travail, c'est une facilité, on en revient à la facilité, décidément. Ouais. Non, il faut faire attention. Alors, je me dis, il faut tout le temps que je sois comme quand on s'est rencontrés. Parce que ce qui plaît aux gens, je ne sais pas comment dire, comment sont les types, ils veulent plaire à une fille, ils lui parlent de littérature, ils lui parlent de musique, puis après, une fois qu'il l'a mise dans son lit et que machin, il s'en fout de la littérature, il lui parle du banquier. Non, les livres existent toujours. Voilà. En même temps, je ne suis pas un modèle. Hein. Moi, mon record, ça passe pas la décennie. Donc, non, je ne suis pas un modèle. Bien. Et vous allez essayer d'apprendre à vos 2 enfants, pour revenir à la cohérence, justement de se tenir debout et d'être cohérents avec eux-mêmes? Tout le temps. C'est quelque chose qui s'apprend, ça, aux enfants? Tout le temps. Et mon petit Félix, déjà, il m'imite. Il sait imiter parce qu'il s'amuse à imiter les parents. Et comme ça, et il sait déjà m'imiter pour se moquer de moi. Ça donne quoi? Il dit... par exemple, je lui dis, Félix, j'adore faire du vélo. Je fais beaucoup de vélo. Et j'ai plusieurs vélos. Et j'ai un vélo, j'ai mis un siège de bébé. Donc voilà. Alors je dis, Félix, tu viens, on va faire du vélo? Il me dit, non, je veux pas. Bon, donc je me prépare et puis je pars. Et il me dit, ah papa, tu m'emmènes. Je dis, non, tu m'as dit que tu voulais pas. Alors bien, il fait un caprice. Je lui dis, Félix, écoute-moi bien. Quand on dit oui, ça veut dire qu'on y va. Et quand on dit non, ça veut dire qu'on n'y va pas. Et donc, je vais bien expliquer ça, que les mots, c'était pas des trucs, des concepts comme ça abstraits qu'on jetait en l'air. C'était des trucs qui avaient un sens. Et maintenant, pendant que je dis, tu vas faire du vélo, Félix, il me dit, attention papa, quand on dit oui, ça veut dire qu'on y va, et quand on dit non, ça veut dire qu'on n'y va pas. Et c'est là que ça commence. Oui, pareil, je suis pas un modèle. Hein. Finalement, cette émission, c'est un petit traité de la paternité par Philippe Parce Vandel. que vous parlez de mon fils, mais vous pourrez me parler d'autre chose, de baby-foot, et je vous donnerai mon avis sur le baby-foot. Non, vous en m'intéresse pas trop, à vrai dire. Bon. Merci beaucoup, Philippe Vandel. Merci. Elle peut être masculine ou féminine, d'hiver ou de printemps, grande ou nouvelle. Elle a ses accessoires, ses métiers, ses défilés et même tout un vocabulaire qui lui est propre. On la lance, on la suit et voilà qu'elle est déjà passée. Il faut dire qu'elle a ses caprices dont chacun peut être la victime. Empire de l'éphémère, elle se fait et se défait en un instant.
Versatile et changeante par définition, elle reflète le goût du moment. La mode, c'est le thème que vous avez choisi, Philippe Vandel. Un thème qui est assez généraliste. Moi, c'est plus la mode au sens large qui m'a Voilà. toujours étonné. C'est comment quelque chose est à la mode ou pas, comment tout d'un coup, il y a des croix. Comment tout d'un coup, parce que Madonna, qui a décidé d'arrêter de montrer ses soutiens-gorge en dentelle, met des croix, et tout d'un coup, pof, ça devient hype, comme on dit, ça devient à la mode d'afficher le fait d'être catholique. Alors, je précise quand même qu'on a là un spécialiste quand même de la mode. Vous représentez, vous avez cette image un peu branchouille. Mais moi, j'ai quoi. travaillé. Mais avant que le vocabulaire devienne, on dise branchouille, avant, il y avait les gens branchés, ça voulait faire un sens, ça voulait dire les gens qui étaient branchés sur plein de choses. Et moi, je travaillais à Actuel et Radio Nova, qui était l'endroit où se passaient les modes et comment elles se faisaient, comment elles se défaisaient. Vous étiez à Canal+ au moment où il fallait y Exactement. être. Vous êtes toujours là où il faut être au moment où il faut y être. Voilà. Et je me souviens très bien que quand Vous il y êtes avait... mon antithèse, en fait. Comment vous êtes jamais au bon endroit. mais vous avez tort. Alors, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire. Par exemple, il faut que les patrons de pressing 70 marron arrêtent de faire des travaux et les gardent en l'état, puisque dans 2 ans, ils vaudront très, 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 très cher. C'est un truc, c'est une sorte de glissement comme ça. Il y a un truc qui est ringard et qui devient vachement bien tout d'un coup. Et c'est très marrant de voir comment ça se construit et ce qui marche pas et à quel moment. Alors, par exemple, donnez-nous des exemples. Le bronzage, par exemple. Ah non, alors. Ça, c'est encore autre chose. Oui, voilà, parce qu'on s'était parlé, je dis, mais parlez-moi du bronzage. En fait, qu'est-ce que la mode? C'est quand on n'a pas une valeur cardinale supérieure à l'autre, faire croire qu'on l'a. Le bronzage, par exemple, maintenant, c'est plutôt in d'être bronzé. Mais avant, c'était le contraire. Savez-vous pourquoi? Pourquoi il fallait être blanc? Parce qu'avant, les pauvres travaillaient au champ et donc ils étaient bronzés. Donc, quand vous étiez blanc, ça veut dire je n'étais pas pauvre. Puis la France est devenue, cessé d'être agricole pour être industrielle et les pauvres étaient à l'usine. Donc les pauvres étaient blancs, donc il fallait montrer qu'on n'était pas à l'usine. Et la mode, c'est montrer qu'on n'est pas comme ce qui n'est pas bien. Voilà ce que c'est, voilà comment c'est construit. Donc il faut toujours être différent du truc d'avant qu'on a trouvé ringard. Donc comme à un moment donné, c'est bien d'être branché, tout le monde veut être branché, comme tout le monde veut l'être, les branchés péjoratisent le truc en branchouille. Comme maintenant, il y a un mot péjoratif qui a été lancé par le Figaro et la droite qui est le mot bobo. Oui. Qu'est-ce que c'est que les bobos au départ? Ça les a énervés puisque c'était les mecs qui votaient jamais et qui ont élu Delanoë alors que Paris appartenait à la droite. C'est des gens qui disent ils sont bourgeois bohèmes, c'est-à-dire qu'ils aiment le bon côté de la bourgeoisie et le bon côté du bohème. C'est-à-dire, on va chez nos amis en jean, mais on boit du bon vin. Alors qu'avant, on avait le choix que être en jean, en buvant de la piquette, ou alors avoir des bons vins et des bons plats, mais les filles avaient un serre-tête Marie-Chantal et les mecs étaient en cravate. Et les bobos ont dit non, nous on prend ce qu'il y a de bon, c'est-à-dire la bonne bouffe, voilà, mais on s'habille, on peut mettre des baskets. Ces types-là, qui ont totalement raison, on préfère tous une ville où on peut marcher qu'une ville avec du diesel qui nous enfume, eh bien on a créé ce terme de bobo et de boboisation pour les fustiger, les montrer du doigt et faire changer la mode pour dire qu'on n'en est pas. Moi j'ai tendance à penser que de suivre la mode, ça dénotait un certain manque de caractère et de personnalité, que finalement c'est peut-être soi qu'on cherche à fuir. Je pense à toute cette génération de jeunes, de la jeunesse de Tokyo, qui se fuit, qui essaye de se fuir, c'est vraiment ça. Mais non, c'est pas vrai du tout. Enfin, vous avez raison. J'ai raison ou j'ai pas raison? Vous avez raison, mais vous allez comprendre. Vous avez raison, mais vous découvrez l'eau mouillée. Le premier type qui a dit à Paris, c'est dingue. Les femmes ont des vêtements. L'année suivante, quand revient l'été, ils sont encore neufs, mais elles ne veulent plus les mettre, elles en veulent des nouveaux, et il s'en est plein. Devinez qui est le premier type qui a écrit là-dessus, sur les Parisiennes? Je sais pas. Moi, je sais pas. Non, mais c'est moi qui pose des questions. Un écrivain étranger, Oui, je veux dire. C'est Jules César dans la guerre des Gaules. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, les Parisiennes, déjà, ne voulaient plus remettre les fringues de l'an dernier. Voilà. Donc, c'est pas se fuir, c'est avancer. Se fuir, c'est du vocabulaire de psychanalyse à la petite semaine. Mais c'est pas vrai. Personne ne se fuit. Concrètement, ça ne veut rien dire se fuir. Alors, c'est pourquoi? C'est pour se distinguer. Oui, c'est voilà. Bourdieu qui disait ça. C'est parce qu'on veut montrer. Distinction. Exactement. Bourdieu a totalement raison. C'est la distinction. On veut montrer qu'on n'est pas comme les autres. Mais tout le monde fait la même chose pour montrer qu'on n'est pas comme les autres. C'est ça qui est surprenant. Mais non, parce que la mode change tout le temps. Bourdieu le montre très bien. Vous parlez de la distinction. Bravo. Il montre que quand la classe moyenne adopte un code, la classe supérieure en adopte un autre pour ne pas être assimilée à la classe moyenne. C'est une surenchère constante. Bien sûr, pour montrer qu'on ne fait pas partie. On veut chaque fois montrer qu'on ne fait pas partie du clan d'en dessous. Voilà.
Vous cherchez, vous, à être dans le vent, comme on dit? Moi, je cherche, comme ce qui m'intéresse. Maintenant, j'ai plus. Peut-être que quand j'avais 20 ans, je faisais attention à ça. Maintenant, j'ai 42 ans, je m'en fiche. Comme maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on écoute ce que je dis dans mon travail et d'être bien. J'essaie juste d'être passe-partout. C'est-à-dire que si tout le monde me dit ce pantalon, il est ringard, je vais arrêter de le mettre pour plus qu'on m'en parle. Mais je fais attention, oui. Mais je fais juste attention à être transparent. Dans le programme. Comme Ardisson. Regardez Ardisson. Ardisson, il est toujours habillé pareil, personne ne lui dit jamais rien. Et comme ça, on écoute ce qu'il va dire. Voilà. Alors que quand arrive n'importe quoi, n'importe quel top, Claudia Schiffer sur un plateau, on regarde comment elle est habillée, comment elle est coiffée, et comment sont ses chaussures. Et ce qu'elle dit, on s'en fout. Mais c'est pas transparent, c'est être sans aspérité en tout cas. Vous cherchez pas à être transparent, vous cherchez à être sans aspérité pour pas que oui, c'est votre pareil. discours soit être sans aspérité au niveau par... de l'apparence physique. Moi, j'ai tendance à penser, c'est une petite phrase que j'aime beaucoup, que vouloir être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Vous me rejoignez ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est une grande phrase du président Edgar Faure qui disait ce ne sont pas les girouettes qui changent de sens, c'est le vent. Vous avez raison. Et ça vous plaît d'analyser les phénomènes de mode? On sent que vous les scrutez. Ni ça me plaît, ni ça me plaît pas. C'est que ça me fait marrer. Un jour, on m'a expliqué, Bizot, le patron d'Actuel, m'a expliqué où est le quartier à la mode. Actuel a fait une opération immobilière géniale en achetant à Bastille, quand ça valait rien. Et il m'a dit, je vais t'expliquer la mode et quel est le quartier qui marche. Le quartier, pardon pour les non-parisiens, le quartier qui marche, c'est le quartier qui est à côté du quartier qui est à la mode, mais où les pauvres qui font la mode ne peuvent pas aller. C'est toujours les pauvres qui font l'ambiance dans les fêtes, mais c'est c'est les riches qui achètent le champagne. Eh bien, avant, la mode était à Montparnasse, mais les pauvres étaient à Saint-Germain. La mode est venue à Saint-Germain, c'était le quartier in. Les pauvres sont allés à Saint-Michel, c'est les années 70. Les années 80, ça a été les Halles, parce que ça coûtait trop cher à Saint-Michel. Puis après, les Halles coûtaient trop cher, ça a été Bastille. Et après, Bastille, voilà. Ça a été République, et ainsi de suite. C'est toujours le quartier d'à côté. Donc, si vous voulez savoir où il faut acheter, il faut prendre le quartier à la mode maintenant, qui est Oberkampf, et il faut acheter à côté d'Oberkampf. Voilà. Et c'est celui-ci qui va être à la mode. On peut le croire sur parole, puisque monsieur est l'inventeur du mot zapping, dont on connaît le succès. Il aurait fallu le déposer, ce mot-là. Je ne l'ai pas fait. Philippe. Bah ouais, erreur. Voilà. Merci beaucoup pour la conversation sur la mode, Philippe Vandel. Le politiquement correct, une notion américaine arrivée en France au début des années 90 et apparaissant comme un ensemble de façons de penser et d'agir qui respectent les tabous et préjugés de groupes de pression puissants tels que les groupes féministes, raciaux, homosexuels, etc. Sur des thèmes tels que le droit à la différence, l'injonction à la tolérance, le respect de son corps au prix d'une diététique tyrannique, le recyclage du verre et j'en passe et j'en passe. En étant caricatural, un être politiquement correct sera forcément écologiste, pro-féministe, pro-gay, non-fumeur, anticommuniste, antifasciste, détestera autant la pornographie que Saddam Hussein ou l'alcool. Le politiquement correct, c'est le thème, Philippe Vandel, que vous vouliez aborder. Pourquoi exactement parce que ça m'exaspère et parce que sous couvert de liberté, ça étouffe tout débat où on n'a plus rien le droit de dire. Et c'est-à-dire on n'a plus le droit de dire... un nain, il faut dire une personne de petite taille. Alors, parce que tout le vocabulaire aussi est imprégné. Tout le vocabulaire a totalement changé. Alors maintenant, et on nous fait croire dans les journaux que le politiquement correct, ça veut dire c'est ce qui est aseptisé. Mais ce qui est très étrange, c'est que c'est les journaux qui défendent, qui critiquent le plus le politiquement correct, qui eux-mêmes sont le plus politiquement correct. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Totalement. Libé, Marianne, l'Express, le Nouvel Obs, que je lis, que j'aime bien, n'ont pas de mot assez dur pour le politiquement correct. Mais eux, ça n'est que ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas le droit de dire, quand il y a eu la photo, quand il y a eu les manifs, là, avec les petits, la manif des lycéens, avec les blacks qui sont arrivés et qui ont tout cassé. On n'avait même pas le droit de dire que c'était des petits blacks de banlieue qui arrivaient, parce que c'était trop. Et alors, avant, on disait, par exemple, les délinquants des quartiers déshérités. Voilà. C'est vrai que dans les quartiers déshérités, il y a des délinquants. C'est horrible qu'il y ait des délinquants et c'est horrible qu'il y ait des quartiers déshérités. Et je déteste cette horreur, ce qui a été fait, comment c'était ghettoisé. Mais tout d'un coup, on n'a même plus le droit de dire que c'est des délinquants. Parce que le mot, ça ne plaisait pas. Alors, Chevènement dit des sauvageons. Oh, quelle horreur! Des voyous, quelle horreur! C'est devenu des jeunes. Alors, donc on n'a même plus le droit de dire que c'est des jeunes qui font des conneries. On est obligé de dire des jeunes. Et déshérités, même le mot était tellement vulgaire que maintenant on dit des jeunes des quartiers. Mais n'importe quel mec est un jeune des quartiers. N'importe qui a moins de 20 ans et qui habite en ville, il habite donc dans un quartier, c'est donc un jeune des quartiers. C'est-à-dire que les mots sont totalement vidés de leur sens.
Vous n'avez jamais lu ça? Les Ah jeunes ouais, des complètement. quartiers, tout le temps on le lit. Mais n'importe quel jeune, il y a un jeune des quartiers, c'est débile. Et c'est le truc le plus con que j'ai vu depuis des années parce que c'est professé par des gens qui sont bac+8 et qui donnent des leçons à tout le monde. C'est tout ce que je déteste, Vous en tout ce avez- que je méprise. Vous en avez pensé quoi là, de ma petite définition caricaturale de l'être politiquement correct? Donc je vous rappelle, il sera forcément écolo, pro-féministe, pro-gay, non-fumeur, Non, anticommuniste, c'est pas ça. antifasciste. Vous avez raison, mais c'est pas ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est que les homosexuels eux-mêmes, entre eux, disent les PD. Mais si Ça c'est vrai. un hétéro dit les PD, quoi, il est homophobe, mais c'est dingue. On n'a plus le droit de dire les mots. C'est hallucinant. Vous allez voir, vous allez dans une émission de télévision. Il y a tous ces gens qui sont là et qui parlent avec des grandes phrases, des circonlocutions, des circonvolutions pour exprimer des idées extrêmement complexes et hautes. Vous prenez les mêmes après l'émission à la buvette, ils changent complètement de discours et ils parlent comme dans les journaux d'extrême droite, même s'ils sont de gauche. C'est totalement, c'est-à-dire qu'ils n'y croient même pas. Ce qui me gêne, c'est pas... Moi, je suis pour le... Comment dire? Ce qui me gêne, c'est pas leur pensée, c'est la façon de l'exprimer et d'empêcher les autres d'émettre une idée. Et c'est ça que je déteste. Est-ce que les hommes politiques sont politiquement corrects? Ah mais totalement, sinon vous n'êtes pas élu. Je vais vous dire un truc. Je me rappelle très bien, je connaissais une journaliste de Libé. Elle va dans une manif de profs. Mhm. Ils vont manifester pour le bien du service public. C'est elle qui me l'a raconté. Dans le train qui va à la manif, les mecs disent, il faut quand même bien savoir qu'on fait grève parce que ça nous fait chier de bosser et que les 9/10 qui sont dans le train sont des fainéants. Eh bien, même ça, elle s'est interdit de l'écrire. Parce que son lectorat, il y a un lectorat de profs, et s'il lit ça, il va dire, mais non, ça n'est pas vrai. Vous n'avez pas le droit de dire, n'importe quel ministre est obligé de dire que les fonctionnaires sont des gens formidables qui font leur boulot. Mais quand vous parlez avec les mêmes fonctionnaires à la cantine, ils disent qu'ils en ont rien à foutre. Vous le savez très bien, tout le monde le sait. Mais la dictature du politiquement correct fait qu'on n'a pas le droit de le dire. Et je vais voir, tiens, si ça va être coupé, ce passage-là. Ah mais on ne coupe pas dans cette Voilà. émission. Ah bah alors tant mieux. Voilà. Et le politiquement incorrect, alors est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on parlait de mode il y a pas longtemps, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le politiquement incorrect c'est devenu finalement un tel phénomène de mode que Mais il on n'y fait a plus croire, aucune... on fait croire que la provoque, on fait croire que l'incorrect est le contraire du politiquement correct. On fait croire que incorrect, c'est-à-dire des gros mots, et correct, c'est avoir un langage policé. Pas du tout. Le politiquement correct, c'est ce qui est correct politiquement. Pardon de me répéter. Donc ce qui est incorrect politiquement, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, puisque si vous dites aux gens les choses telles qu'elles sont, eh bien vous n'êtes pas élu. Si vous dites aux gens, par exemple, le gouvernement a reculé, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place, et ils ont dit on arrête les radars. Or, tout le monde sait que les radars, ça fait de l'argent pour l'État, et ça évite des morts. Eh bien, on ne peut pas le dire, parce que si vous dites aux gens, je vais mettre des radars pour que vous ralentissiez et que vous arrêtiez de tuer des enfants sur les routes, vous perdez les élections. Et donc, vous êtes obligé de dire, eh bien non, on va faire une pause dans le processus. C'est ça qui est horrible. On est tenu par le mensonge. Qui symboliserait pour vous le politiquement correct et d'autre part le politiquement incorrect? Deux personnages. Le politiquement incorrect n'existe pas, comme je vous disais. Pour moi, il n'y a que l'incorrect. Le politiquement incorrect, Coluche, Jean-Yann. Un de droite, un de gauche. Comme ça, tout le monde est content. Et le politiquement correct, qui le symbolise? Jack Lang. Il y a une phrase dans mon bouquin, Jack Lang, il dit « Les banlieues, cette vie formidable, etc. » Il n'habite pas en banlieue, il habite Place des Vosges, là où le mètre carré coûte le plus cher. Mais par contre, les grandes phrases, c'est sur s'il aime tant que ça la banlieue qu'il y habite. Moi, je l'aime bien, Jack Lang, il est rigolo, tout le monde l'aime bien. Mais il ne pense pas un mot de ce qu'il dit, pas un mot. C'est le mec qui dit formidable dès qu'il voit n'importe quoi. Du scotch par terre, il pense c'est une œuvre d'art, formidable. Il le sait que c'est de la merde, il sait que c'est vilain. Mais lui, il ne le dit pas. C'est ça, ce qu'il dit est politiquement correct. Docteur, quelle solution? Qui est plus de gens comme moi qui disent je ne veux plus entendre ces mensonges. Mais comme les gens, les électeurs sont contents, c'est la démagogie. Vous le savez très bien. Vous préférez aller voir le cancérologue qui va vous dire vous allez vivre longtemps que celui qui va vous dire c'est terminé. Et même si celui qui vous dit vous allez... Vous voyez ce que je veux dire? On préfère le mensonge à la vérité. Merci beaucoup, docteur, pour cette consultation. Je ne suis pas docteur. Des questions, il en pose tout le temps, partout, à toute heure du jour et de la nuit, à toutes sortes de personnes, qu'il connaît ou pas. Des questions courtes, saccadées, à un rythme effréné. Et si sa curiosité ne devait avoir qu'une rivale, eh bien ce serait ma curiosité, au moins aussi insatiable que la sienne. Nous ne sommes pas journalistes pour rien. Et puisque d'après Gaston Bachelard, la curiosité dynamise l'esprit humain, alors je vous convie à une séance de gymnastique cérébrale. C'est parti ?
C'est pas facile, hein? Non, non, parce que vous me lancez avant moi, c'est Gaston Bachelard. Non, non. Non, non, je ne serai pas au niveau. Allons-y. On va commencer avec des petites questions faciles, D'accord, un peu d'accord. mitraillettes. Film culte. Euh, Une femme est une femme, le film de Godard, avec Anna Karina. Personnage historique favori. Historique? Mm. Napoléon. Artiste préféré. Andy Warhol, mais c'est pas mon artiste préféré, mais Andy Warhol, j'aime beaucoup. Marcel Duchamp. Auteur favori. Nathalie Sarraute. Personnalité politique que vous estimez le plus. Défense de rire à cette question. Jean-Paul II. Ah, joliment détourné, bravo. Non, 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 il a fait de la politique. Oui, tout à fait. Jean-Paul II, il a C'est- fait c'est très tomber bien. 15 dictatures. Donc, Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaiteriez tordre le cou? aucune, parce que quand vous faites de la télé, il y a tout le temps des rumeurs. Et si vous décidez de dire je veux m'attaquer à ça, on se dit mais pourquoi il a choisi celle-ci? Il y avait un type, j'ai un ami qui a fait de la prison. Et quand il est revenu de prison, il me racontait ce que racontaient les prisonniers. Et il y a un type qui disait à Canal, de toute façon, à Canal, tout le monde prend de la coke, même les marionnettes. On ne peut pas lutter contre la rumeur, faut laisser dire. Quelle a été votre plus grosse erreur? J'aime pas ce mot, la plus grosse, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait. D'accord. Non, c'est vrai, je vois pas. Peut-être dire oui à nulle part ailleurs et pas faire le tour du monde, mais non, je suis contente. Quelle a été votre plus belle réussite alors? C'est maintenant, c'est d'être toujours là, que vous me posez des questions, que ça vous intéresse, alors que ça fait 22 ans que je fais ce métier et qu'il y a 3 millions de chômeurs et qu'il y a des types qui se lèvent à 6 h du mat pour être au marteau-piqueur. Avez-vous une devise? Ouais. Qui est? Ne jamais se forcer, ne jamais se retenir et dans le doute s'abstenir. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? La place, les grands appartements, les grandes maisons. Parce qu'une fois qu'on a connu un grand appartement, on ne peut plus revenir dans un petit. Alors qu'on peut manger des mauvais sandwichs grecs gras, on s'en fiche. Enfin moi, D'accord. Quel est votre mot préféré? profiter. Chaque fois que j'écris un papier, je le mets dedans. J'adore l'idée de en profiter. Tiens, vous faites les courses, j'en profite pour faire un photomaton. J'adore cette idée de profit. On peut vérifier dans tous vos papiers? Il y a Oui. profité. On vérifiera. Quel talent aimeriez-vous avoir? Alors c'est très simple, il y en a 2. 3. Parler espagnol, parler italien et savoir dessiner. Ça peut se faire. Non, non, c'est fini. Non, non, Ah bon? savoir dessiner, non. Quelle est la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée? C'est plutôt un mensonge que j'ai dit et qui a marché. C'est que De Greff m'a dit, Alain De Greff, le patron des programmes de Canal, m'avait dit on cherche des nouvelles choses pour l'année prochaine pour Canal, pour nulle part ailleurs. Est-ce que tu n'as pas une idée? Je lui ai dit oui. Et il m'a dit je dis si tu veux, je te la raconte cet après-midi. Mais cet après-midi, je peux pas, viens demain matin. Et donc j'ai eu rendez-vous le lendemain avec lui pour lui raconter mon idée. Mais quand je lui ai dit ça, j'avais pas d'idée. Et j'ai trouvé l'idée des paradoxes en rentrant chez moi sur mon vélo. Et je me suis dit, j'ai rencard demain à 11 h, il y a intérêt que je trouve une vraie idée. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Il y en a 2. Il y en a un qui est d'ordre privé que je ne peux pas dire ici. Ouais. Et l'autre, non mais je peux vraiment pas. Ça peut vraiment pas se dire. Et l'autre, c'est les gens qui me disent, arrête de parler comme à la télé. Et j'adore ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à la télé, je parle comme dans la vraie vie. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence? Les miens, la lâcheté. Le mien. Moi, j'arrive pas à dire du mal aux gens. Moi, je suis lâche, j'arrive pas. Quel est le bonheur parfait selon vous? Là, maintenant, pour tout vous dire, s'il y avait la clim, ça serait le bonheur parfait. C'est-à-dire parler à quelqu'un qu'on trouve intelligent, de sujets qui vous plaisent, en n'ayant ni faim, ni froid, ni peur, ni il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de famine, je ne suis pas malade, ça me suffit. Quelle est la dernière fois où vous avez pleuré? Ça a donné lieu à un sujet de la grande famille. Un jour, on m'a posé cette question. Les gens racontaient quand ils ont pleuré. Et moi, je leur ai dit, mais moi, je n'ai pas pleuré depuis l'âge de 13 ans. Et la dernière fois que j'ai pleuré, j'avais 13 ans, j'étais encore un petit garçon, et j'avais perdu mon certificat médical qui m'empêchait de faire le premier match de la saison de mon équipe de foot. Et du coup, ça m'a donné l'idée, j'ai fait un pourquoi, c'est pourquoi les femmes pleurent plus que les hommes. Si vous voulez que je vous raconte, c'est parce que les femmes ont une hormone qui s'appelle la prolactine, que les hommes cessent d'avoir en grande quantité à l'adolescence. Et donc, je n'ai plus pleuré depuis que j'ai eu 13 ans.
Même- Enfin, mes parents sont pas morts, il m'est pas arrivé de grands drames depuis que j'ai 13 ans. Même pas la naissance de vos enfants? Ah bah non, non, moi je pleure pas. Non, moi je pleure pas de joie. Des fois, j'ai une larme quand il se passe un truc dingue. Mais la naissance des enfants, ça me fait pas l'effet ça me fait pas l'effet que ça fait aux filles. Moi, c'est pas la naissance des enfants, c'est quand il arrive à dire un mot. Mais c'est pas, je suis comme tous les pères, j'ai eu ça, je suis pas admiratif devant devant le bébé. Je suis admiratif devant la personne, c'est ça qui me sidère. Comment aimeriez-vous mourir? Sans m'en rendre compte, dans mon sommeil. On m'a dit que ça faisait très très mal. En faisant l'amour, ça s'appelle l'ecpectase, on m'a dit que ça faisait très très mal. Mais en tout cas, le plus tard possible. Et qu'aimeriez-vous qu'il reste de vous? Que mes enfants soient heureux. La vie que vous menez actuellement est bien celle que vous vouliez mener? Ah non, elle est mieux. Je pensais absolument pas que ça allait être comme ça. Moi, je suis un enfant de la crise et je pensais que jamais j'allais avoir un métier qui me plaît. Il m'arrive de préférer aller travailler. Il m'arrive de préférer les journées de travail aux journées de pas travail. Vous faites un truc qui vous plaît et en plus vous êtes payé. C'est inouï. Et combien on est à pouvoir dire ça en France? Au moins 2. Non, mais on doit être 10 000 ou 12 000. Ouais. Mais on n'est pas 1 million. Dernière question, quel sera le dernier mot de cette émission? Vous venez de le dire, émission. Non, ce sera merci. Merci. Merci d'être venu nous voir sur KTO, dans VIP. Et on vous souhaite quoi pour la suite, Philippe? Que ça continue. Tout simplement. Mais bien sûr, il faut, truc le plus difficile à obtenir, c'est que les structures se maintiennent. Que la structure se maintienne. Que moi, je reste comme ça. Eh ben, je vous souhaite une structure qui se maintienne alors. J'ai Voilà. rarement souhaité quelque chose d'aussi technique, mais je vous le souhaite. Non, mais c'est un mot technique pour dire qu'il faut que ça continue. Les D'accord. partis politiques veulent continuer, une fourmi veut continuer de vivante, la fourmilière veut continuer à prospérer, et votre chaîne veut essayer de continuer à vivre. Ah Eh bah bien, ça, moi, je suis le pareil. confirme. Moi, je suis pareil. Je suis pas plus original que ça. Alors, longue vie à tout le monde. Merci beaucoup, Philippe Vandel.